Vendredi 14 mars 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, les titres du journal. Dans une interview publiée ce vendredi 14 mars par Jeune Afrique, le président béninois Patrice Talon s'est exprimé sur plusieurs sujets concernant l'actualité politique au Bénin. Entre autres sujets, la récente affaire de tentative de coup d'État, les propos tenus par maître Adrien Hongbeji, la présidentielle de 2026 et les sollicitations pour la libération de Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Vous suivrez dans ce journal les propos du chef de l'État sur l'ensemble des sujets évoqués lors de cet entretien. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a initié ce jeudi la tournée des maires du Bénin à la zone économique spéciale de Glodjibé. Une occasion pour les élus de découvrir les innovations industrielles de ce projet du gouvernement du président Patrice Talon. On fait le point dans cette édition. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté hier jeudi la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Laquelle loi a été adoptée à la majorité des députés présents et représentés. À suivre dans un court instant la liste complète des 80 chefferies traditionnelles. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par les propos du chef de l'État Patrice Talon dans une interview accordée à Jeune Afrique publiée ce vendredi, autant pour moi, 14 mars 2025. Au cours de cet entretien, le président Patrice Talon s'est prononcé sur un certain nombre de sujets constituant l'actualité politique au Bénin. Entre autres sujets, la récente affaire de tentative de coup d'État dans laquelle son ami intime et ex-partenaire d'affaires Olivier Bokor est condamné à 20 ans de prison, ainsi que l'un de ses ex-ministres, Oswald Omeki. Les propos tenus le week-end du 1er au 2 février 2025 par maître Adrien Hongbeji, la présidentielle de 2026, ainsi que les sollicitations pour la libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. L'essentiel à retenir des propos du chef de l'État sur l'ensemble des sujets évoqués lors de cet entretien accordé dans cet élément que nous propose Francis Ola Farami. Le président Patrice Talon de la République du Bénin assure qu'il ne sera pas candidat en 2026 pour la présidentielle. Son dauphin retourne sur les faits de la nuit du 23 au 24 septembre 2024 impliquant Olivier Bokor et Oswald Omeki. Ainsi se présentent entre autres les questions sur lesquelles le chef de l'État béninois a répondu lors d'une interview accordée à Jeune Afrique. Lors de ces échanges, le président a brisé le silence pour la première fois concernant la tentative de coup d'État, une affaire qu'il qualifie de drame, une tragédie intime. Pour lui, Olivier Bokor était bien plus qu'un allié politique. Il ajoute également lui avoir délégué des responsabilités dont la supervision des services de renseignement, la gestion des relations politiques. Patrice Talon admet avoir été sceptique lorsqu'on lui a annoncé que son ami complotait contre lui. Lorsqu'on est venu m'annoncer qu'Olivier Bokor complotait contre moi, j'ai d'abord cru à des sonnettes. J'étais dans le déni, a-t-il laissé entendre. Pour le locataire de la Marina, Olivier Bokor a trahi sa confiance en foulant aux pieds une promesse chère à ses yeux. Il dit être désorienté par rapport à la situation. Ces mots
Je ne sais pas ce qui lui a pris. Pour lui, s'ils en sont arrivés à cet extrême, c'est parce qu'Olivier Bokor s'était entouré d'une cour de flatteurs qui l'encourageait dans son ambition et c'est cela qu'il a perdu. Toutefois, il reconnaît avoir une part de responsabilité. Sans m'en rendre compte, j'ai créé un monstre. Depuis l'incarcération de celui qu'il considère comme son meilleur ami, Patrice Talon avoue n'avoir pas échangé avec lui. Hormis l'affaire tentative de coup d'État, les prochaines joutes électorales et un probable troisième mandat ont animé les échanges. Une question agaçante fait remarquer le président béninois. Une énième fois, je vous le redis, non, je ne serai pas candidat. Pour ce qui est du profil de son dauphin en 2026, il faudra attendre. Je le dirai le moment venu, annonce le président. Toutefois, il ne s'agira pas d'un dauphin à son image. Aussi, il affirme qu'il ne fera pas usage de son droit de grâce avant son départ. Le président béninois est revenu sur la situation sécuritaire au nord du Bénin. Il s'agit d'une situation qui fait-il remarquer l'inquiète. C'était également l'occasion pour lui de dissiper les doutes concernant une probable base militaire implantée sur le sol béninois. Pour le chef de l'État, son objectif de favoriser l'émergence d'un béninois nouveau est atteint car selon ses dits, l'état d'esprit de mes compatriotes a profondément changé. Il affirme également avoir déjà des projets pour le lendemain de l'investiture de son successeur. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ce jeudi 13 mars 2025 les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs. C'était à l'occasion d'une cérémonie fort simple et empreinte de solennité qui précède la redynamisation de la coopération entre le Bénin et ces pays. Suivons ensemble cet élément qui nous en dit plus. C'est encore un moment clé de la diplomatie béninoise. Patrice Talon accueille de nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin. Chacun porteur d'ambition et d'amitié renouvelée. Rituel qui consacre leur prise de fonction officielle et le renforcement des liens entre le Bénin et leurs nations respectives. Né en 1973 à Nanjing, Zhang Wei a consacré près de 3 décennies à représenter son pays sur la scène internationale. De l'Afrique à l'Europe, de la France à Madagascar, il a œuvré au rapprochement des peuples. Désormais, en tant qu'ambassadeur de la Chine au Bénin, il poursuit cette mission avec un objectif clair, renforcer les liens sino-béninois et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. J'ai la certitude, avec l'attachement du président de la République, avec les efforts de tous nos amis béninois, avec le travail de nous tous, les relations sino-béninoises vont continuer à se développer, à se consolider, au bénéfice de nos deux pays et tout le peuple. Un homme d'église au service de la diplomatie. Monseigneur Ruben Ruiz Menardi, né en Argentine en 1964, a parcouru le monde au nom du Saint-Siège. Son engagement l'a mené du Congo à la France, en passant par Cuba et la Centrafrique. Fort de son expérience au cœur du Vatican, il pose aujourd'hui ses valises au Bénin, porteur d'un message de dialogue et de paix. L'Église est présente au Bénin depuis plus de 150 ans, de façon continuelle, et la collaboration est optimale. Et je pense que ça aussi, on pourra continuer à développer. La présence de l'Église au Bénin est très positive et continue à se développer pour le bien-être spirituel de la population et surtout pour aider dans les domaines sociaux qui sont aussi très importants pour toute la population. 40 ans de carrière au service de la justice nigérienne. Kadade Chaibou, magistrat chevronné, a gravi les échelons des tribunaux locaux jusqu'à la Cour de cassation. Son parcours est marqué par une quête constante d'équité et de rigueur. Désormais, c'est au Bénin qu'il représentera son pays avec la même exigence et la même dévotion. Nous nous réjouissons maintenant de l'établissement de confiance aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Maintenant, tout notre souhait, et de par l'entretien qu'on a eu avec le chef de l'État, c'est en tout cas dans la mesure du possible, essayer d'aller directement dans la composition de la commission mixte nigéro-béninoise, donc dans le rôle et de se pencher par rapport à tous les différends qui intéressent les deux pays. Des couloirs d'Accra au bureau de Port-au-Prince, Tina Goutry a bâti sa carrière au rythme des défis du développement international.
Experte en coopération, son engagement l'a menée de l'Afrique à Haïti en passant par le Moyen-Orient. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice du Canada au Bénin, elle met son expérience au service d'un partenariat renforcé. Le Canada va faire avancer ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Pour le Bénin, ça veut dire que le Canada a confirmé notre intention d'ouvrir une ambassade à part entière ici au Bénin. D'autres priorités pour le Canada, non seulement en Afrique, mais aussi au Bénin, incluent la croissance économique. Ici, il y a beaucoup de potentiel de faire avancer les relations commerciales entre le Canada et le Bénin. Fin connaisseur des rouages de la CEDEAO, Siaka Sissoko a passé sa carrière à tisser des liens entre les nations africaines. De Conakry à Abuja, il a piloté de grands programmes régionaux. Son arrivée au Bénin marque un nouveau chapitre dans son engagement pour l'intégration et la coopération africaine. D'abord, nous avons réitéré les relations historiques d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Et ensuite, nous avons évoqué les différentes pistes. Disons, on a déjà une coopération, mais comment raffermir les relations de coopération que nous avons déjà entre nos deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'échange interuniversitaires. Nous avons également évoqué la nécessité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Des sciences physiques à la diplomatie, le parcours d'Assielou Félix Tanon est à l'image de la polyvalence ivoirienne. Ancien conseiller à la présidence, expert en relations internationales, il a joué un rôle clé au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, il met son expérience au service du rapprochement entre Abidjan et Cotonou. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer pour aller vers d'autres marchés. Nous avons des entreprises ivoiriennes qui peuvent venir s'installer ici. Nous avons des entreprises béninoises qui peuvent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Heureusement que nous avons la zone de libre-échange continentale. Diplomate, enseignant, écrivain, Antite Moussen est un homme de lettres et de relations. De Tunis à Ankara, il a multiplié les expériences alliant diplomatie et transmission du savoir. Son expertise en relations internationales sera désormais un atout pour renforcer les liens entre la Tunisie et le Bénin. Tout le monde est satisfait des relations qui existent entre nos deux pays et tout le monde est conscient que ces relations doivent être davantage une priorité pour les deux pays. Donc on est deux pays frères, deux pays amis, liés par des accords diplomatiques et politiques et commerciaux. Nous sommes là pour faire évoluer ces relations pour atteindre un stade honorable. Donc on fera pour le mieux pour que ces relations soient une référence des relations entre deux pays africains. De Lisbonne à New York, en passant par Moscou et Caracas, Paulo Martins dos Santos a sillonné le monde pour porter la voix du Portugal. Grand serviteur des relations multilatérales, il a représenté son pays dans les plus grandes institutions. Je souhaite que le progrès et le développement que j'ai pu constater, parce que comme je vous disais, j'étais ici en visite privée et j'ai pu constater que vraiment c'est vraiment impressionnant le développement que ce pays a vu les dernières années. Et j'espère que le Portugal puisse aussi contribuer pour cette dynamique que vraiment je suis vraiment impressionné de certifier le dynamisme de cette économie et de la vie en général ici. Polyglotte et fin connaisseur de la scène internationale, Ali Tistak a consacré sa carrière à la diplomatie iranienne. De la mer Caspienne à l'Afrique, il a multiplié les expériences stratégiques. Son arrivée au Bénin témoigne de la volonté de son pays d'intensifier la coopération bilatérale. Au cours de l'audience, nous avons échangé sur nos relations, et particulièrement les relations économiques et politiques qui lient nos deux pays. Et nous avons ensemble parlé des efforts à fournir dans le futur pour développer ces relations-là, afin d'unir davantage donc nos deux pays
pour le bien de nos deux populations. Economic subjects. Banquier, économiste, diplomate, Oksine Mezued a navigué entre les sphères financières et diplomatiques. De la Russie au Venezuela, il a contribué à l'essor des échanges internationaux de son pays. Son rôle au Bénin s'inscrit dans cette continuité. Au cours de l'audience que m'a accordée le chef de l'État, on a passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Bénin et les perspectives de leur développement. Nous avons également parlé des différentes échéances bilatérales qui se profilent dans un proche futur. D'horizons divers, au parcours unique, ces nouveaux ambassadeurs incarnent les liens qui unissent leur nation au Bénin. Avec eux s'ouvre une nouvelle ère de coopération, d'échange et de fraternité. Je l'annonce au sommaire de cette édition. Au Bénin, les députés de la 9e législature ont adopté ce jeudi 13 mars 2025 la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, laquelle loi a été adoptée à la majorité des députés présents et représentés. 18 députés ont voté contre. À ce propos, je vous invite à suivre dans cet élément la liste complète des 80 chefferies traditionnelles, une proposition de Nansirine Fatoumi. À l'Assemblée nationale, lors de la première session extraordinaire de l'année 2025 du Parlement béninois, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle du Bénin a été votée et approuvée par les députés de la 9e législature. Ainsi, à l'issue de cette étude, les élus nationaux ont voté à l'unanimité, sauf 18 voix provenant de l'opposition parlementaire. Alors, la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle a été approuvée à l'unanimité par les élus du peuple béninois. Ainsi, les 16 royaumes, 80 chefferies traditionnelles et chefferies coutumières sont identifiés et validés. Se présente comme suit la liste des 80 chefferies. Wachi de Komé, Sahwe de Doutou dans Hoyogbe, Idje, Kotafon dans Lokosa, Dangbo, Panwiyan, Soklogbo, Bafo, Dovi Somé, Aguayon, Bowele, Tankou, Tio, Wedeme dans Glazoué, Asante, Don, Gunli, Toga, Agonve, Pankou, Zayanado, Agonli, Huegbo, Torebosito, Adjara, Ketonu, Ekpe, Avrankou, Koutago, Logozohwe, Monpa, Doissa, Akplankpa, Wesse, Mondi, Huayan dans Grand Popo, Agwe, Loasame, Azove, Akplahwe, Lalo, Adjarome, Diakotome, Mokole, Manigri, Ibere, Wanou, Kikele, Igbo Makro, Doge, Bante, Adjarwere, Koroku, Aparaku, Kandi, Daru, Para, Perere, Kalale, Basso, Bassi, Sinande, Saore, Gengberege, Abembereke, Boanri, Gera, Sekere, Shaoru, Mora, Wonkuru, Tano, Kabo, Wari, Kokobwe, Pane, Nyensi, Digidiru, Ginaguru, Birni, Keru, Wassa, Karimama, Gene. Ainsi donc, le haut-commissariat de la chefferie traditionnelle sera créé. Le haut-commissaire de la chefferie traditionnelle sera bientôt élu dans les tout prochains jours. On poursuit cette édition. Le tribunal de première instance de Cotonou a repris ce mardi 11 mars 2025 le procès de l'affaire Pierre Urbain Dagnevo, disparu depuis août 2010. Cette audience s'inscrit dans une nouvelle session criminelle après plusieurs audiences tenues en 2015, 2016 et 2018, ainsi que diverses investigations complémentaires. Que pensent les citoyens béninois sur l'ensemble du déroulé du procès jusqu'ici et que pensent surtout ces citoyens des investigations complémentaires? Éléments de réponse dans ce propos recueilli que nous proposent Nansirine Fatoumi et Francis Ola Farami. Bien avant même la reprise même du procès, à l'OFA en question a envoyé une lettre, je ne sais pas si c'est au président de la République, pour parler un peu de sa situation en prison. Je ne sais pas si c'est ça qui a motivé les gens, je dirais, à reprendre le procès. Depuis le 11 passé, ce que moi, personnellement j'entends, moi, ça ne me rassure pas. Regardez, ce qui s'est passé depuis ça fait déjà 14 ans. Mais on avait dit 2018. Et on attend
la veille des élections. C'est ça qui est... Quelqu'un a disparu ou bien est décédé. Et ce dossier là, c'est tellement complexe, on ne comprend même pas. C'est tellement compliqué. Et on a attendu tout ce temps et jusqu'à présent, quand vous suivez les déclarations des gens, vous voyez que c'est un dossier complexe. Le procès dit quel but? Pour quel but? On a attendu 15 ans après et on a encore ouvert ce procès. C'est pour quel but? Et tous les complices d'alors, il y a des gens qui sont déjà morts et aujourd'hui, on vient d'ouvrir un procès. Moi, je ne sais pas. Cette affaire a été soulevée et à un moment donné, ça a été classé. Ce n'est pas du tout bien. Moi, j'aimerais que les autorités qui dirigent notre pays aillent dans le sens de la paix. Quand on interroge les gens, vous voyez, les gens, ils répondent aux questions du juge, mais ça ne suit pas, je dirais, notre chronologie, quoi. Vous voyez, il y a des idées pêle-mêle, donc, comme il y a un proche de Hubert Daimbola a dit, nous, on attend la vérité. Ce procès-là, bon, ça devait se tenir depuis fort longtemps. On ne peut pas, jusqu'à 2025 qu'on tient ce procès-là. On avait dit depuis 2010. On a dit qu'ils vont reprendre encore le mercredi prochain. Le mercredi prochain, moi je souhaiterais que le procès se passe dans un délai raisonnable, quoi, et constitue la responsabilité. Parce que ce qu'on est en train de faire là, on est en train de créer encore des ennuis même aux enfants et à la femme de Daimbola. Vous voyez un peu, 15 et 14 ans après, et on reprend encore la même chose. On n'a qu'à essayer de voir. Bon, si c'est vraiment ceux qui l'ont fait disparaître ou bien l'ont tué, bon, la justice est là, va nous donner des éclaircissements. Et nous, on ne sait pas. Nous, on ne comprend rien. Donc, nous, on veut savoir qui sont ceux qui ont fait ça, c'est tout. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a initié hier jeudi la tournée des maires du Bénin à la zone économique spéciale de Glodjibé. C'était l'occasion pour les élus de découvrir les innovations industrielles de ce projet du gouvernement du président Patrice Talon. Le point dans ce reportage signé Aneldo. Visite au sein de la zone économique spéciale de Glodjibé. Les maires du Bénin, sous le leadership du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atrokpo, ont parcouru les industries et les différentes entités de la GDIZ. Mais avant, le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, SIPI Bénin, Letonji Béreton, a exposé à ses hôtes les objectifs, compartiments et projets de la GDIZ. Cette innovation s'illustre comme un véritable outil d'absorption des jeunes au chômage. Les maires ont également exposé leurs préoccupations qui ont trouvé des solutions. L'initiative du président de l'ANCB, Luc Setonji Atrokpo, a amené les responsables des communes à la découverte des industries de textile, de transformation des matières premières du Bénin et bien d'autres. La GDIZ a été visitée aujourd'hui par les maires du Bénin. Et je puis simplement dire que nous avons assisté à une fierté nationale. C'est vrai, beaucoup en ont entendu parler, beaucoup ont lu ça sur les réseaux, mais ils sont nombreux à avouer qu'avant de venir ici, ils étaient à milieu d'imaginer ce niveau de transformation de nos produits, ce niveau d'organisation, ce niveau, je dirais, de création d'emplois. Oui. On a été tous émerveillés par la visite que nous avons effectuée. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas rêver d'un niveau d'industrialisation aussi grand. Vous savez,
J'ai toujours dit que l'indépendance n'existe que lorsqu'elle est économique. Quand elle n'est pas économique, qu'elle n'est que politique, pour moi, c'est un pis-aller. Et là, nous sommes en plein dans l'industrialisation de notre pays. Je voudrais saluer la volonté du chef de l'État, celui qui a impulsé ce dynamisme. Remercier donc le président Patrice Talon, tout son gouvernement, et remercier l'équipe que nous avons vu avec en tête le DG. Cette visite a été une expérience riche en émotions. Fiers et honorés, les élus n'ont pas caché leur admiration. J'avoue que c'est une très belle occasion que le président de l'ANCB nous a, en fait, vraiment, ça nous a permis de découvrir davantage ce qui se passe dans notre pays. La transformation à laquelle le Bénin a eu droit depuis 2016. Je pense que c'est tellement impressionnant. Si on nous dit que c'est au Bénin que des choses comme ça se passent, je pense qu'on ne pouvait pas y rêver. Parce que lorsque nous avons des usines qui produisent des produits que nous allons vendre à l'extérieur, ça va créer de l'emploi, ça va créer la richesse, ça va faire accroître l'économie locale. Personnellement, je suis émerveillé et c'est le cas de tous mes collègues maires. Et ensemble, nous avons pris cet engagement-là pour, par nos petits moyens, nos petites positions, renforcer ce qui se fait ici afin qu'on puisse avoir 2, 3, plusieurs zones industrielles. On ne parlera plus de Glodjibé, on parlera de la zone industrielle de Glazoué, on parlera de la zone industrielle de Niki, de Malanville, etc., en fonction des spéculations qu'on produirait dans ces zones-là. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles comme jeunes garçons de ma commune et très ravis. Je ne peux que remercier le gouvernement qui a à sa tête son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et particulièrement, je prierai pour lui et en ce mois béni. Pour lui, non seulement pour lui et pour sa femme. C'est le moment pour moi, au nom de mes collègues, de réitérer notre soutien au président de la République pour ces initiatives. Les maires se sont engagés à être des ambassadeurs de la GDIZ et surtout à œuvrer pour faire vivre l'expérience à leurs conseils communaux. Dans un autre registre, un vaste réseau de trafic illégal de produits tropicaux a été démantelé à Kaswala, localité frontalière avec le Nigeria, dans la commune de Tchaourou. C'était le mercredi 5 mars dernier. L'opération menée sur la base de renseignements précis a conduit à l'arrestation de plusieurs agents des douanes et de la police républicaine. Selon les informations, une douzaine de policiers et douaniers ont été interpellés au moment où 16 camions chargés de soja et de cajou et de soja étaient sur le point de quitter le territoire illégalement, le territoire béninois. Après une semaine de garde à vue à la brigade économique et financière BEF, les mis en cause ont été présentés hier jeudi au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. À l'issue des auditions, 3 policiers et 3 douaniers ont été placés sous mandat de dépôt. Ces derniers comparaîtront dans 2 semaines devant la juridiction spécialisée. Dans un autre registre, entre Jéricho et Gbedjromede, l'état de la route ne cesse de se détériorer rendant la circulation de plus en plus périlleuse pour les usagers. Nids de poules, fissures et affaissements mettent à mal la sécurité des riverains et des transporteurs. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Romaric Djesugobwen. Difficile de circuler ici. Nous sommes sur la voie Jéricho-Gbedjromede, le quotidien des usagers, des accidents de circulation qui seraient liés à l'état défectueux de la voie. Une situation qui met à mal la sécurité des usagers de cette voie.
pavé bien bas pour rien. Devant nous, Jéricho, devant nous, pavé pour bien rien, pour d'autres ouais. Mais bien dire qu'on va dire qu'on. Maintenant, il y a les fio, mais des iralois. Mais des iralois, parce que chaque fois, accident de l'enjolofi, bon, notre temps m'a augmenté, mon token a augustin, on a causé nos mères. Mais pourtant, on quoi jamais, autorité les fonds rofiques bon tech, quand les rofiques bon ils mettent des bouquins doit lier au pont. C'est mieux on a bien jailli au fig, avec quelqu'un on a bien jailli au fio, et des iralois. Même aujourd'hui, et bien il y a dit on met un tombe au jailli au fini, bon jailli au bleu ou vingt ans qu'un, bon d'autres ben solido. Face à leur destin, ils lancent un appel à l'endroit du chef de l'État. Nous tous, les populations de ce quartier Jéricho, on essaie d'appeler le délégué à retrouver les présidents, les excellences, pour qu'on puisse nous accorder ce faveur d'arranger le pavé. En attendant un retournement de situation, la voie d'Érico Bedjiromende reste dégradée. Et puis on parle religion dans cette édition. Le mois du Ramadan est un moment fort de spiritualité et de partage pour les fidèles musulmans. Mais pour les femmes qui ont leurs règles, les consignes peuvent parfois sembler floues et susciter des questionnements. Peuvent-elles jeûner malgré tout? Quelles sont les consignes du Ramadan pendant cette période pour la femme? Comment reprendre le jeûne et la prière après cette période? Élément de réponse avec l'imam Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi. D'une manière spécifique, les femmes, selon leur situation biologique, elles sont des fois contraintes à ne pas jeûner tout le mois. Pourquoi? Juste parce qu'elles sont en état de menstruer. L'islam démontre vraiment que dans sa législation, il reconnaît l'être humain avant d'élaborer ses règles, ses lois qui concernent l'adoration. La femme en état de menstruer ne doit pas jeûner. Et cela, comme l'a dit le Coran, la femme yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Ce n'est pas seulement au niveau du jeûne, mais plutôt même l'islam nous interdit aux fidèles musulmans de s'approcher de sa femme lorsqu'elle est en cet état, en état de masturbation ou bien en état de menstrue. L'homme ne doit pas s'approcher de sa femme pour y avoir des relations sexuelles ou bien des relations intimes. Et c'est comme ça aussi pour la prière, la femme ne doit pas prier en cet état. Pourquoi? Parce que l'islam d'abord a qualifié l'état d'une impureté. L'état dans lequel la femme existe en ce moment, ce n'est pas un état pur, d'une manière spirituelle. Alors, la femme ne doit pas jeûner, mais néanmoins, elle va rembourser les jours manqués de ce jeûne en ce moment où elle était en cet état. Mais quant à la prière, elle ne doit pas rembourser, c'est tout comme ça, c'est déjà une faveur pour elle. Comme l'a rapporté Nana Aïcha radiyallahu anha, elle disait que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons, on les menstrues et que nous remboursons les jours manqués du jeûne, mais nous ne remboursons pas la prière. C'est pour nous dire que l'islam a favoriser la femme de ne pas rembourser les prières, mais quant au jeûne, elle doit rembourser juste parce que le jeûne est une obligation divine. Alors, ici, pourquoi la femme ne doit pas jeûner en cet état? Tout d'abord, comme nous l'avons dit, d'une manière spirituelle, la femme n'est pas en état de pureté.
Et si c'est pas une pureté ou bien une propriété du corps, non. Elle peut être propre physiquement, mais spirituellement, elle n'est pas propre. Ça, c'est un côté qui concerne surtout la religion. Mais le second côté qui est l'aspect qui concerne la femme en elle-même, c'est la force de pouvoir jeûner en ce moment. Car la femme en ce moment saigne. Et celui qui perd du sang et qui n'arrive pas encore à manger en ce moment pour compenser la perte de ce sang qui saigne en ce moment, alors ça devient peut-être une difficulté ou bien une situation qui sera difficile pour la femme en ce moment. Oui, on peut dire qu'il y en aura des femmes qui peuvent supporter, bien sûr, mais quand sera-t-il pour celles qui ne seront pas capables de supporter l'état? Donc, pour faire taire tout le problème, l'islam a pris en compte cette situation qu'une femme en cet état va se sentir faible, tout d'abord, et lorsqu'on l'interdit encore de manger, ce serait une perte sur perte, alors ça peut lui causer des problèmes au niveau de la santé. Alors, pour préserver la femme en ce moment, on la donne une faveur de ne pas jeûner en ce moment. Et puis, hors de nos frontières, direction le pays de la Teranga. Bonne nouvelle pour les patients atteints du cancer du sang, mais pas seulement. Le Sénégal réussit sa première greffe de moelle osseuse. Opéré le 23 février dernier dans un hôpital public de Dakar, le premier patient qui a bénéficié de cette greffe se porte à merveille. Un acte médical encore rare sur le continent, déjà réalisé au Maroc, en Tunisie, au Ghana et en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, pardon. C'est une première en Afrique de l'Ouest francophone. Réalisée grâce à un prélèvement du sang du patient, cette greffe permet de soigner le myélome, j'y arrive enfin, permet de soigner le myélome multiple, le cancer du sein le plus répandu au Sénégal. Après une chimiothérapie qui permet de tuer toutes les cellules malades, les cellules souches prélevées sont réinjectées pour que le sang se régénère et que le patient guérisse. Un processus délicat et long qui explique que le centre hospitalier national d'Alal Jam, hôpital public de Guédiawaye, a attendu près de 3 semaines avant d'annoncer le succès de cette greffe de moelle osseuse. Direction le Gabon à présent, les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, dont les dossiers ont été rejetés par le ministère de l'Intérieur, ont déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Sur 19 candidats recalés, 13 seulement ont introduit ce recours, 6 se sont désistés. Dans une semaine, on saura s'il y aura de nouveaux candidats qui compléteront la liste de 4 premiers candidats validés par le ministère de l'Intérieur, notamment Alain-Claude Billy Bainzé, Brice Clotaire Olégué Nguema, Stéphane Iloko et Joseph Lapensé et Singoni. Cependant, la Cour constitutionnelle a jusqu'à jeudi prochain pour rendre sa décision. Toujours à l'échelle internationale, au Venezuela à présent, les vols d'expulsion de migrants vénézuéliens depuis les États-Unis reprendront le samedi 15 mars prochain après avoir été suspendus par le gouvernement vénézuélien. En effet, après la décision de Washington de mettre fin à la licence d'exploitation pétrolière au Venezuela, un coup dur pour le pays qui vit sous sanctions américaines depuis plusieurs jours. Depuis plusieurs années, autant pour moi, Caracas avait réagi en refusant le retour de ses citoyens en situation irrégulière sur le sol américain. Pour l'opposant Jesus Torrealba, cette instrumentalisation de ses citoyens est scandaleuse. Pour le moment, ce sont un peu plus de 600 Vénézuéliens sur 600 000 en situation irrégulière qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine depuis février, date à laquelle les vols de retour ont repris entre le Venezuela et les États-Unis.
Deux questions se posent désormais. Qu'est-ce que promet la Maison-Blanche à Maduro pour qu'il change d'opinion? Est-ce que l'entreprise Chevron pourra-t-elle continuer ses activités? Eh bien, c'est sur ces deux interrogations que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.